Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24. Nous recevons Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Philosophe, vous serez également interrogé par Florent Guignard. Bonjour Florent. Bonjour. Du service politique de RFI. Alors, BHL, philosophe dit nouveau depuis plus de 25 ans. Écrire ou agir, il faut choisir, diront certains. Vous avez décidé d'agir au nom du fameux devoir d'ingérence. Vous vous autorisez à parler de tout, partout et tout le temps. On ne vous donne pas forcément la parole, mais vous la prenez, on vous lit, on vous écoute, on vous voit sur le terrain, l'Afghanistan, le Darfour, la Bosnie pour laquelle vous avez pris fait et cause, mais qui vous laissera le goût amer de l'échec. Avec la Libye, on ne vous demandait rien non plus, ni votre aide, ni votre avis, mais vous vous êtes immiscé dans l'histoire avec un grand H. Dans la guerre sans l'aimer, tiré d'ailleurs d'une phrase de Malraux, votre modèle, vous racontez votre épopée baroque en Libye. Comment vous avez déniché le CNT libyen et présenté ses membres au président de la République. Alors certains, beaucoup applaudissent, d'autres haussent les épaules en estimant que vous vous gargarisez. Alors quoi qu'il en soit, en tout cas Bernard-Henri Lévy, il faut reconnaître que vous avez contribué à mettre fin à un chapitre, celui de l'ère Kadhafi, mais un autre chapitre va s'ouvrir. L'histoire n'est pas finie et on peut considérer qu'avec effectivement la déclaration d'intention de l'adoption de la charia, est-ce qu'il n'y a pas de quoi, nous, démocratie occidentale, de quoi s'inquiéter? Attendez, il y a forcément de quoi s'inquiéter de tout, de tout, et en particulier de ça. Mais l'essentiel, c'est pas que le président sortant, Abdel Jalil, ait prononcé une phrase sur la charia. C'est que dans le gouvernement actuel et entrant, celui qui vient d'être constitué, il n'y a pas un ministre islamiste. Il n'y a pas un ministre islamiste au gouvernement en Libye. C'est ça qui est important. Pourquoi avoir fait cette déclaration alors ? Pourquoi avoir fait cette déclaration ? Vous lui posez la question. C'est un président sortant qui n'a pas d'autorité exécutive, qui ne sera pas candidat à la présidence de la future Libye et qui a prononcé une phrase. Alors comme les journalistes, comme les opinions occidentales sont à l'affût depuis le début de cette affaire libyenne, elles rêvaient que ça s'enlise, elles rêvaient que ça marche pas, les opinions, elles rêvaient que Kadhafi soit le plus fort. On parlait de la résistance de Kadhafi. Alors aujourd'hui, Abdel Jalil prononce une phrase, on se jette dessus comme des vautours sur cette phrase sur la charia. C'est le désir de l'Occident qui s'exprime là, c'est pas le désir des Libyens. Donc pas d'inquiétude de votre part en tout cas. Inquiétude, oui. Anxiété, oui. Mais catastrophisme, non. Le désir des Occidentaux, c'est sûrement que ça tourne mal en Libye, ça, ils en crèvent d'envie. En revanche, le désir des Libyens, c'est que ça se passe bien. Et c'est qu'il y a un équilibre entre l'islam conservateur et les idéaux démocratiques et droits de l'homme. Et tout ce que je raconte dans mon livre, c'est comme ça, c'est mon journal. C'est 650 pages au jour le jour. Ça dit ça. Ça dit un peuple magnifique qui s'est conduit admirablement dans cette guerre de libération et dont le rêve est de trouver une voie moyenne entre la démocratie telle que nous l'entendons et les valeurs de l'islam. Et pas très loin de la Libye, le Maroc, ça vous inquiète, un Premier ministre islamiste là-bas ? J'aimerais mieux que ça soit un Premier ministre laïque, évidemment. Donc je ne peux pas dire que je m'en réjouisse, mais je ne peux pas dire non plus que cela m'inquiète, parce que le Maroc, c'est un cas encore très particulier, avec une grande partie des pouvoirs qui sont concentrés entre les mains du monarque, lequel monarque a procédé à des réformes et à une vraie démocratisation, parce que c'est l'un des pays du monde arabo-musulman où les femmes ont le plus de droits, où la législation sur la famille et sur les divorces est le plus avancée, et je ne crois pas que le Premier ministre islamiste reviendra là-dessus. Donc voilà, ça ne m'inquiète pas non plus outre mesure. Alors, je veux reprendre, donc puisque le sujet, c'est quand même votre livre, c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui. Donc, dans ce récit, ce qui est quand même assez fascinant, c'est la facilité et la rapidité avec laquelle Nicolas Sarkozy, dans le fond, vous donne son accord très très vite pour recevoir et reconnaître le Conseil national de transition. Est-ce que, d'après vous, il flaire très très vite, il comprend très vite qu'il peut réparer, là, le déficit tunisien et, en quelque sorte, trouver une nouvelle respiration sur ces révoltes arabes?
Moi, ma thèse, c'est trois choses. C'est un peu ce que vous dites dans le livre. C'est un peu ça, en effet. Réparer le fait qu'il n'a pas vu venir la Tunisie et l'Égypte. C'est deuxièmement, beaucoup plus important, réparer Srebrenica. Crime dont il n'était pas directement. Bien sûr, c'était Mitterrand, c'est bel et dur. Mais enfin, il avait ça comme Français, comme nous tous, comme tous les hommes de ma génération. Il est un peu plus jeune que moi. Mais enfin, comment vous expliquez que vous ayez pu convaincre Nicolas Sarkozy alors que vous aviez échoué avec Mitterrand? Eh bien, mon explication, c'est que Mitterrand était paralysé par l'histoire. Il en savait trop. Et il rêvait de la Grande Serbie, non? Il était encore sur le truc de la Grande Serbie. Il y avait ça. Mais surtout, il était... Vous savez, parfois on dit... l'histoire donne des enseignements, l'histoire permet de mieux se conduire face à l'actualité. C'est vrai. Et puis parfois c'est le contraire. L'histoire inhibe. Président d'après-guerre. L'histoire inhibe, l'histoire paralyse. Et lui et Cameron, enfin Sarkozy et Cameron, à la fin du livre, dans cette espèce de meeting final à Benghazi, je les appelle les cadets de l'histoire. Les cadets de l'histoire, des puits-nés. Il y a les aînés et les puits-nés. Pour moi, ce sont des puits-nés de l'histoire. Et le fait, c'est ma thèse, qu'ils ne soient pas en contact direct avec cette espèce de ciel lourd de la grande histoire, le fait qu'ils n'aient participé, qu'ils n'aient été les témoins d'aucune guerre, le fait qu'ils n'aient pas de contact physique avec la tragédie du XXe siècle, c'est peut-être ce qui les a libérés et ce qui leur a donné une forme, une capacité d'initiative plus grande. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que vous écrivez, tout vous sépare de lui et de sa politique, qui n'a jamais eu d'ailleurs votre adhésion, vous l'écrivez. Donc, une sorte de paradoxe. À la fois, c'est un président que vous aidez, que vous connaissez, que vous tutoyez, vous permettez de l'appeler à l'Élysée. Vous reconnaissez qu'il a été pugnace, qu'il a eu quand même cette possibilité d'agir très vite. Est-ce que c'est pas ça un président de la République? Est-ce que vous souhaitez, dans le fond, sa réélection? Non, je ne souhaite pas sa réélection, mais je ne souhaite pas sa réélection. Deux, je ne dis pas que c'est ça un président de la République. Je crois qu'il s'est conduit dans cette séquence comme très très peu de présidents de la République dans le monde démocratique se sont conduits. Il faut rendre à César. Et je ne dis pas ça parce qu'il m'a répondu au téléphone ce fameux 2 ou 3 mars. Son volontarisme, je fais l'avocat du diable, mais son volontarisme, on va dire, a fonctionné là. Bien sûr, son volontarisme a fonctionné, sa ténacité a fait merveille, la façon dont il a tenu le cap contre tous les défaitistes de l'autre camp et du sien et qui lui disaient mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère, tout ça force le respect. Alors ce livre, c'est pas une ode, loin de là, à Nicolas Sarkozy, je ne lui passe rien, mais c'est sur cette affaire libyenne, il y a eu une rencontre, oui, comme ça arrive parfois, entre un écrivain et un. Mais quand vous dites je n'adhère pas à ces idées, c'est uniquement parce que vous êtes de gauche et que c'est un homme de droite? Dans le fond, c'est ça? Oui, mais être de gauche et être de droite, c'est pas juste être de gauche et être de droite, c'est plein de choses. Il n'y a pas que la Libye, il y a d'autres. Dans 6 mois ou 7 mois, je serai amené, comme tous mes concitoyens, à me prononcer dans une échéance majeure qui est la présidentielle. Est-ce que vous appelez à voter François Hollande? Est-ce que vous appelez à voter François Hollande? Écoutez, j'appellerai à voter le moment venu. On n'en est pas là. J'appellerai le moment venu. Vous avez soutenu Martine Aubry pendant la primaire? Oui. Vous avez voté à la primaire? Vous avez voté à la primaire? Oui, bien sûr que j'ai voté à la primaire. J'ai voté Martine Aubry. Oui, j'ai voté Martine Aubry. Je ne les connais ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, ni Martine Aubry ni François Hollande. Pour des tas de raisons, je pensais que Martine Aubry était la mieux équipée. Un peu de politique fiction. Et d'ailleurs, si François Hollande avait été... Martine Aubry, si François Hollande avait été à l'Élysée au moment de l'affaire libyenne, est-ce que vous pensez que vous l'auriez convaincu, comme vous avez convaincu Nicolas Sarkozy? J'espère pour lui. Et pour la France et pour la Libye. Mais vous pensez qu'il vous aurait écouté? Et comment voulez-vous que je le sache? J'espère pour lui, j'espère pour la Libye, j'espère pour la France. Oui. Voilà, parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que c'était important qu'il y ait un mec qui était moi, n'importe qui se trouve là, qui ait eu la chance d'être au contact du CNT naissant depuis 4 minutes et demie, et qui ait
l'audace d'appeler son président et de lui dire, voilà, j'ai rencontré des types pas mal, c'est sur eux que repose le sort, au sens le plus simple du terme, du peuple libyen, il faut les aider. Et la chance du peuple libyen, c'est que le président ait entendu. Est-ce qu'un autre aurait entendu à sa place? Attendez, avec des si, on met Paris en bouteille, comme on disait quand j'étais enfant. Vous dites que vous n'avez pas envie que Nicolas Sarkozy soit réélu. Qu'est-ce que, dans sa politique, on met hors Libye, bien sûr, et ce qui s'est passé avec vous, qu'est-ce qui aujourd'hui pêche dans sa politique, d'après vous? Écoutez, moi je peux vous dire ce que j'ai en travers de la gorge. Disons les choses comme ça. On ne va pas faire de langue de bois. Non, soyons, vous n'êtes pas là pour ça. Voilà, moi j'ai en travers de la gorge le discours de Grenoble, la manière dont les Roms ont été pris comme bouc émissaire d'un tas de choses, la façon dont on a statué sur leur sort par un conseil ministériel à l'Élysée à l'époque, sans même prendre l'élémentaire élégance d'avoir un de leurs représentants. Des choses comme ça. J'ai en travers de la gorge le mauvais réflexe, parce que la politique, c'est des réflexes sur les tests ADN, il y a 3 ans ou 3 ans et demi. Des choses de ce genre. Voilà. On ne vous entend pas sur les questions économiques et sociales. Ça ne vous intéresse pas? Vous ne jugez pas compétent sur ça? Voilà. Parce que Sarkozy a un bilan sur ça, sur lequel vous pourriez vous exprimer. On m'entend sur les sujets sur lesquels j'ai quelque chose à dire de plus que d'autres. Sur les questions économiques et sociales, j'ai moins à dire que la plupart. Voilà. C'est point Vous regarderez le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy ce soir? Je vais le regarder, bien sûr. Attendez, tout ça me passionne. Il y a un sujet sur lequel vous m'avez entendu, sur lequel vous me réentendrez sûrement, c'est l'Europe. C'est le bras de fer en ce moment entre le président français et la chancelière allemande. Est-ce qu'il y a une Europe germano-centrée, comme dirait Chevènement, en ce moment? Est-ce que Nicolas Sarkozy court après Merkel? Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy court après Merkel, mais je crois que l'Allemagne... Ce que je crois, c'est pas ça. Je crois que l'Allemagne doit beaucoup à l'Europe. L'Allemagne doit beaucoup à l'Europe. Et d'ailleurs, l'Allemagne unifiée, la réunification de l'Allemagne, doit beaucoup à l'Europe. Donc il serait temps que l'Allemagne rende un peu à l'Europe de ce que l'Europe lui a donné. Ça, je le crois, oui. Et l'Europe, ça veut dire la Grèce, ça veut dire l'Espagne, ça veut dire les déficits, les triple A, etc., etc. Moi, j'ai lu une chronique de vous, je crois que c'est dans Le Point, dans le fond où vous faites un peu vibrer la mystique sur Rome, Athènes, etc. Je ne sais pas si j'ai peut-être bien compris le sens de votre... C'est pas la mystique, je dis que quand les La mythologie, on va dire. Oui, oui. Je dis que lorsque les deux grands trous noirs de l'Europe aujourd'hui, les deux points où l'Europe comme une masse peut se fondre, peut disparaître, s'appelle Rome et Athènes. Oui, mais... Attendez, il n'y a pas besoin d'avoir... Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu le régime des colonels. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait latin-grec en classe de 4e pour savoir que Rome et Athènes, c'est quand même les deux mamelles de l'Europe moderne. Moderne aussi. Si on a les langues que nous avons, si on aime les écrivains que nous admirons, si nous admirons les musées dans lesquels il nous arrive de nous rendre, on doit tout ça à Rome et Athènes. Donc, le fait que la crise commence et précipite dans ces deux endroits-là, c'est un signe. C'est un signe de quoi? C'est un signe que ce n'est pas juste une crise financière, qu'il ne suffira pas que la Banque centrale frappe monnaie. Il faut ça. Il faut que Nicolas Sarkozy finisse par convaincre Angela Merkel que malgré les mauvais souvenirs des années 30, hyperinflation, 1 milliard de Deutschmark pour acheter une miche de pain, parce que c'est ça l'argument de Merkel. Elle dit, moi j'ai dans ma mémoire, dans mon cerveau reptilien, moi, ma famille, et c'est tout à fait respectable. L'époque où pour acheter une baguette de pain, il fallait 1 milliard de mark. Bien. Mais, donc, Sarkozy a raison, il faut que la Banque Centrale Européenne prenne des responsabilités que nous n'avons pas su encore lui donner. Mais ça ne suffira pas parce que la crise, elle est culturelle, intellectuelle et spirituelle. Quand on entend Arnaud Montebourg parler de nationalisme en parlant de l'Allemagne, est-ce qu'il ne fait pas un peu des raccourcis effrayants? Une politique à la Bismarck, il a dit. Oui, je crois que effrayant, j'en sais rien. C'est l'arrivée quand même mais un raccourci, du nazisme. Mais un raccourci sûrement. Et puis, mauvais procès concernant Madame Merkel, qui a su dans sa chair, qui en a fait des preuves, ce que c'est que les démons allemands. Elle les connaît mieux que personne, mieux que M. Montebourg, franchement. Vous craignez une dérive des nationalismes à l'occasion de cette crise de l'Europe, de je l'euro? crois que si l'Europe implose, si
on passe à un double euro, l'euro des riches et l'euro de deuxième zone, etc. Là, je crois au retour des populismes, au retour des nationalismes, au retour des populismes et au retour de quelque chose qui ressemblera à du néofascisme d'un bout à l'autre de l'Europe. Ça, c'est certain. Ça menace en Allemagne, ça menace en France. Regardez Marine Le Pen. Marine Le Pen, arrêtons de nous raconter des salades. Oui. Marine Le Pen, ce n'est pas juste un parti de droite. Hein, c'est un parti extrémiste. C'est le même parti que celui de son père, à peine relooké. Et elle n'en prend d'ailleurs même pas la peine de le relooker. Alors justement, quand vous entendez Claude Guéant qui veut s'attaquer à l'immigration légale et il veut diminuer de 10% le nombre de titres de séjour qui sont attribués chaque année, d'après vous, est-ce que c'est une posture idéologique ou c'est une posture électorale ? C'est une posture électorale, mais très dangereuse. Très dangereuse. Il faut faire très, très attention. Quand on a, en France, cette menace-là, cette présence dans le débat français depuis 1982 ou 3 du Front National, c'est-à-dire d'un parti qui puise ses racines dans la tradition la plus sombre de l'histoire de France, il faut faire très attention aux mots que l'on prononce et aux symboles que l'on manie. Il faut faire très attention. Et je ne suis pas sûr que M. Guéant y soit suffisamment attentif. Voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus faire de procès d'intention, mais il faut faire très attention. Marine Le Pen à 18 ou à 20%, ce n'est pas une plaisanterie. Hein ? Je change de sujet. Est-ce que vous avez des nouvelles récentes de votre ami Dominique Strauss-Kahn ? J'ai des nouvelles récentes, mais je vais vous dire une chose. Dominique Strauss-Kahn, à ma connaissance... C'est cette théorie du complot là qui revient. À ma connaissance, à moins que quelque chose m'ait échappé, Dominique Strauss-Kahn n'est plus candidat à la présidence de la République. Vous le regrettez encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'est plus candidat ? Bien. Il n'est plus candidat à la présidence de quoi que ce soit. Par conséquent, si j'ai des nouvelles de lui, ça ne vous regarde pas. Et ça ne regarde pas vos téléspectateurs. C'est une personne privée. Et je trouve tout ce ramdam autour de lui totalement obscène. Oui, alors attendez, le ramdam, quand même, c'est bien sympathique, mais bon, c'est vrai que c'est lui qui se confie dans un livre à sortir de cet homme Mann, qui est son biographe, et dans lequel il se défend, et où on laisse entendre qu'effectivement, il y a cette théorie du complot qui revient avec le vol de son téléphone portable, etc. Heureusement qu'il se défend. Il y a une mise à mort, c'est même pas une tentative, une mise à mort largement réussi, méthodique, acharné depuis des mois. Attendez, il est temps qu'il se défende un peu. J'entends bien, mais est-ce que vous croyez à cette théorie du complot ? Vous, Bernard-Henri Lévy ? À la théorie du complot, non. Je ne crois pas à la théorie du complot. Je crois d'abord qu'il faut se méfier de toutes les théories du complot, de celle-là en particulier. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait eu de complot, bien sûr que non. Mais je crois qu'il faut qu'on lui foute la paix. Je crois que cette façon d'aller fouiller dans ses chaussettes, d'aller faire la chasse à ses SMS, d'entrer dans sa tête, l'un est partisan, trouve qu'il est malade, l'autre dit qu'il faudrait, pourquoi pas, une castration chimique. Tout ça est dégoûtant. Et il y en a marre. Il n'est plus candidat. Il est une personne privée. La façon dont les médias font leur chou gras du malheur de cet homme, du chagrin des siens, a quelque chose de répugnant. Ça vous a fait de la peine, vous, de voir votre ami Mais ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine pour mon ami. Ça m'a fait de la peine pour Anne Sinclair, qui est une amie de très longue date. Et puis ça me fait de la peine de voir, au moment où il y a tant de problèmes. Vous savez, dans mon livre, je raconte un truc qui, pour moi, c'est à la fois très drôle et en même temps, ça serre le cœur. Il y a un moment donné, dans toute cette affaire libyenne, je fais un voyage en Israël et je vois tous les dirigeants d'Israël en 2 jours. Tous. De Netanyahou à Pérez, à Ehud Barak, à la chef de l'opposition. Je viens leur parler de choses sérieuses. Ça leur brûle la langue. Ils n'ont qu'un sujet dont ils ont envie de nous parler, c'est Strauss-Kahn. Oui. C'est Strauss-Kahn. Il y a quelque chose de navrant. C'est ça qui fait de la peine. Merci Bernard-Henri Lévy, merci Florent. On se retrouve dans quelques instants, on continue après un flash d'information. À tout de suite.